tourne. Donc, soyez les bienvenus. Moi, c'est Laurent, un des conservateurs du musée de Moulamba. Donc là, vous avez une case à impluvium, une du fromager. Donc, ce sont des anciennes portes utilisées. Donc, pour entrer d'abord, il faut taper. Parce qu'on considère chez nous qu'on n'habite pas seul. Donc, on habite avec les esprits, les ancêtres et autres. Donc, il faut d'abord taper la porte avant d'entrer. Donc, c'était des portes qui se fermaient à l'intérieur. Donc, ce qui fait que de l'extérieur, tu ne pouvais jamais l'ouvrir. Mais aussi, pour ouvrir la porte aussi, il fallait soulever en haut, ensuite il pousse. Donc, c'est comme ça. Il faut soulever d'abord. Tu pilotes. Ça s'ouvre. C'est bon? Pour commencer, vous aurez l'occasion en même temps de prendre des photos. On va faire en tout cas le tour. On va tourner comme ça. Donc on va terminer ici. De la culture traditionnelle Diola. Et tous les objets qui sont là, ce sont que des représentations du village. Vous pouvez toucher, prendre des photos. Si vous avez des questions en même temps, vous pouvez les poser. Donc le sacré, c'est à l'intérieur. Ici, vous n'avez que des représentations du village. Et pour cela, on a deux choses à visiter. Si vous constatez, on a d'abord l'architecture qui est là, appelée une case à impluvium, et les objets traditionnels et culturels qui sont aux alentours. Et pour la case qui est là, vous avez une case à impluvium, une case qui a deux toits. L'une de l'intérieur sous forme d'entonnoir, dont l'idée surtout, c'était pour collecter l'eau de la pluie par là. Et il y a l'autre de l'extérieur. Auparavant, c'était des cases beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges, dont plusieurs familles pouvaient vivre à l'intérieur de ces cases. Chez nous, quand on vous dit la famille, c'est la grande famille. Grand-père, cousin, oncle, frère, tout le monde était à l'intérieur surtout. Et dans ce petit village, la cause qui faisait que les gens construisaient ces genres de maisons, c'était les guerres tribales. D'abord, ces genres de cases en Diola sont appelés Edjam. Edjam en Diola, cela veut dire l'ententement. Tout se faisait à l'intérieur de la case. De l'extérieur, tu ne pouvais jamais entendre ce que les gens disaient à l'intérieur, surtout. Et maintenant, lors des guerres tribales, pour trouver de l'eau, c'était très difficile. Souvent, c'était le travail des femmes qui partaient vers les mares pour trouver de l'eau. Et il y avait les ennemis qui se cachaient là-bas pour capturer ces femmes en otage. Donc, pour sécuriser la famille, ils construisaient ces genres de maisons. Si une fois la pluie tombait par là, la femme n'avait plus besoin de chercher de l'eau ailleurs. Directement par là, il y avait toujours cette canalisation à côté qui permettait d'évacuer l'eau pour éviter les inondations. Ce n'était pas les tuyaux en plastique comme aujourd'hui. Auparavant, c'était le palmier rogné, son tronc creusé pour faire des nids était toujours en hauteur, il gardait toujours le riz en haut. Et il y avait beaucoup d'espace, chaque famille cuisinait à côté, la fumée passait par là sans déranger personne. Et vers 13h midi, vous allez trouver le soleil au zénith. Au milieu, ça servait de montre, surtout pour servir le repas. Et il y avait une seule entrée, la porte, fermée toujours à l'intérieur avec des bâtons. De l'extérieur, tu ne pouvais jamais l'ouvrir. Il y avait aussi des codes. Il n'ouvrait jamais la porte à un inconnu. Donc le Diola disait aussi un enfant qui n'avait pas plus de 12 ans n'avait pas l'âge de sortir dehors seul. L'enfant en sortant, il pouvait dévoiler les secrets de la famille aux ennemis. Pour éviter les attaques imprévues, il gardait toujours les enfants. Donc l'enfant sortait s'il est accompagné surtout. La nuit, c'était l'occasion de rester en famille. Les vieux qui étaient là, ils racontaient des contes terribles à ses enfants, d'avoir l'esprit de sortir dehors, mais aussi l'histoire du village. Et pour la construction, pas de fer, pas de ciment, pas de bâton, pas de paille, que de la terre, l'argile mélangée avec de l'eau. Ici, l'argile, on ne le cherche pas loin. Tu enlèves le sable, tu creuses quelques centimètres, la terre est argileuse. Tu la mélanges avec de l'eau seulement et les pieds, tu piétines l'argile pour casser ces boules d'argile. Auparavant, les gens ne faisaient pas des briques, mais plutôt ils formaient des boules rondes. À partir de ces boules, pas de fondation. Tu enlevais le sable, tu trouvais déjà l'argile. Tu mouillais un peu la terre, les boules que tu avais, tu les damais directement en les superposant, tu appuies. Et pour la construction, on ne construit pas en allant devant avec l'argile. On construit toujours en allant derrière. Ce qui te permettra de regarder si les murs sont droits ou pas. On construit par étapes. Chaque étape doit être sèche avant que tu poses l'autre. C'est pour cela, si vous regardez les murs, il y a toujours des niveaux. Donc là, vous avez le bois du palmier rogné utilisé pour la charpente, la paille sauvage
pour le toit. Et ici, le plafond, c'est la tige de feuilles du palmier à huile utilisée. Donc, c'était l'idée de construire ces cases à impluvium, aujourd'hui qui sont en part de disparition, parce que la cause qui faisait que les gens construisaient ces maisons n'existait plus. Donc, ce qui fait que les familles commencent à se disperser de plus en plus. Donc, le musée existe depuis 1992. Le musée a été rénové l'année passée. Donc, et à ce qui concerne le musée, surtout, on a des choses traditionnelles et culturelles. D'abord, vous êtes dans un village Djola. Donc, chez nous, quand on vous dit le Djola, on se renvoie à la culture, à la pratique traditionnelle. C'est dans ce petit village que vous allez entendre des personnes qui vous diront que je suis chrétien animiste ou bien animiste musulman. C'est pour ça, parce que l'animiste, même s'il se convertit, souvent il garde ses pratiques traditionnelles. L'animiste chez nous, ce qu'il adore, ce sont les fétiches. On aura l'occasion de voir quelques de ces fétiches qui existent dans le village. Donc quand on vous dit le fétiche d'abord, il y a ce qu'on appelle l'autel. On appelle l'autel du fétiche. Au niveau de cet autel, il y a un esprit qui vit là-bas. Et l'esprit qui est là-bas, il y a son prêtre qu'on appelle le féticheur. Le féticheur peut être une personne comme vous et moi. Mais la différence, cette personne parvient à communiquer avec l'esprit. Et pour pouvoir communiquer avec l'esprit, il faut qu'il fasse des offrandes. Chez nous, l'offrande utilisée le plus souvent, c'est quoi? C'est le vin de palme ou bien le sang d'un animal. Donc il va prendre, et quand il versera, vous allez entendre, il prononce le nom de Dieu, appelé en Djola Ata Emit. Cela veut dire le propriétaire de l'univers, et c'est le Dieu universel. Que le chrétien croit, que le musulman aussi croit, l'animiste aussi, il croit à ce même Dieu. Il a beaucoup d'esprits. Chaque esprit a son rôle à jouer, à son nom, mais un seul Dieu. Donc on aura l'occasion, en faisant le tour, de voir quelques de ces fétiches qui existent en milieu Djola, surtout. C'est bon? Le premier esprit en milieu Djola, appelé en Djola Koukoulong. Koukoulong, cela veut dire l'hôtel des morts. Décédé, on amène quelques de ses biens. Par exemple, sa valise, les objets qu'il utilisait, comme ici, on le déposera à côté de ce fétiche. On dira le 6e ou le 7e jour, le mort revient prendre ses biens. Ce n'est pas la personne physiquement, c'est son âme qui revient prendre les biens déposés. Chez le Djola, il croit à la réincarnation. La réincarnation, ce n'est pas au niveau de bêtes ni d'arbres, mais plutôt au niveau des naissances qui reviennent vivre dans les familles. Donc chez le Djola, le mort n'est jamais mort. Donc ces photos permettront de faire les expositions vers les universités, lycées ou bien s'il y a des festivals. On ne peut pas déplacer les bagages qui sont là, donc on déplace les photos à la place. Là, vous avez la construction des maisons. C'est de la terre cuite. Ça, c'est la marmite, utilisée surtout pour préparer, surtout pour la sauce. Donc auparavant, le Djola pouvait garder ses poissons très longtemps, une semaine, voire 2 semaines même, sans le frigo. Comment il faisait? Il mettait d'abord ici les feuilles d'oseille, le bissap, ou bien les feuilles des mangues, les petites mangues appelées les mangues pinces. À l'intérieur, il mettait le poisson, sel, citron seulement. Donc pas d'eau. Tu le mettais au feu. Donc chaque matin, tu te levais, tu le chauffais, tu mettais un peu de citron et tu le remettais à sa place. Surtout, on le gardait en hauteur, avec des bâtons bien accrochés. Donc ce qui fait que les chats ne pourront pas trouver ce qui était à l'intérieur. Là, c'était pour l'eau. Ça gardait l'eau tout fraîche pour boire, mais aussi les femmes l'utilisaient auparavant pour trouver de l'eau, chercher de l'eau surtout. Et ici, vous avez des armes utilisées lors des guerres tribales. Donc, le Djola n'avait pas des armes les plus sophistiquées. Donc, ce sont des armes utilisées pour la chasse, mais aussi pour la guerre. Donc, ce fusil qui est là, c'est le colon qui a laissé ça ici. Le Djola ne connaissait pas ces armes d'armes. Donc, aujourd'hui, il passait des messages surtout pour alerter à la population s'il y a des cérémonies traditionnelles, comme la circoncision et autres. Cette lance qui est là, il l'utilise aujourd'hui pour la danse des funéraires. S'il y a un homme marié chez nous qui est décédé, on le rend hommage. Et seul un homme marié. Si tu n'es pas marié, on ne l'utilise pas pour ta danse surtout. Là, vous avez des arcs qui sont là. Et cette arme est appelée casse-tête. C'est la racine de la mangrove. Lors des guerres tribales chez nous, vous allez voir des personnes qui portaient ce qu'on appelle le gris-gris. Le gris-gris te rendait invulnérable devant le couteau, la lance ou bien la flèche. Mais avec ça, le gris-gris ne pouvait rien faire, car ça cassait les os directement. Mais jamais que le sang sortait à cause de ces gris-gris circulés. Ici, vous avez la carapace d'un tortue de mer, utilisée comme bouclier pour se protéger contre les lances, les flèches et même les casse-têtes.
surtout. Là, de l'autre côté, vous avez la peau de l'hippopotame au niveau ventral, utilisée aussi comme bouclier. Auparavant, il y avait beaucoup d'hippopotames ici. Aujourd'hui, non, surtout à cause de la remontée de l'eau salée. Mais aussi, le Diola détestait carrément les hippopotames, car ils ravasaient leurs récoltes et les gens les chassaient, surtout. De l'autre côté, vous avez un autre fétiche. Le fétiche pour se purifier en milieu Diola, pour se confesser surtout. Pour vous dire que l'animiste aussi, il se confesse comme le chrétien devant le prêtre. Quand on vous dit Nyé, c'est la partie sacrée. Ne touche pas ce qu'il t'a dit Nyé, ne pose pas de questions à ce qui te concerne Nyé, ou bien n'entre pas la partie où il t'a dit Nyé. Les interdits et les tabous chez le Diola. Vous êtes par exemple dans un village où un homme animiste n'entre pas dans une maternité. Chez nous, la maternité est réservée pour les femmes. Le droit d'y accéder à la maternité, seule qu'elle est en état. Aujourd'hui, quand même, avec les études, la science, on a des docteurs qui sont des animistes, des sages-femmes ou bien des matrones. C'est leur travail, au moins la tradition leur permet de faire ces amples travaux. Mais si un jour ils reviennent dans ce petit village, c'est le moment de te purifier. Maintenant, pour te purifier, tu amènes le riz local. Un tout petit peu. Toi seul avec l'esprit, il n'y a pas une autre personne qui sera là pour entendre ou bien te voir. Tu vas rester devant ce fétiche, tu vas dire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vu, que tu n'as pas le droit de voir. Tu abandonnes le riz ici comme offrande. Ensuite, tu tournes le dos directement à la maison sans parler à une personne en rentrant, ni tourner le dos jusqu'à la maison, tu t'es déjà purifié. Et au moment où je vous parle, ça existe encore. Donc, il y a une petite forêt sacrée là où les gens vont pour se purifier. C'est en Diola. Donc il détache là, bien accroché avec le palmier, il le tient comme ça, il est là, un pied après l'autre. Et souvent quand il monte, il a cette ciseau. Une fois en haut du palmier, il saigne le régime du palmier, seulement le régime qu'il ne touche pas l'arbre. Au niveau du régime, il place ça comme ça, il pique. Cette partie saignée, il y a le liquide qui sort. Souvent goutte à goutte, c'est la sève du palmier qui n'est pas encore du vin. Donc la sève très sucrée, il n'y a pas encore d'alcool. Il va prendre les entonnoirs, c'est les feuilles du palmier rogné tressé, il ferme la partie où il a saigné. Comme ça, avec un bâton comme celui-là, il fixe l'entonnoir. Et la sève coule par là, il place les bouteilles, c'est la famille des calabasses, des coloquintes. Il récupère le vin de palme. Aujourd'hui, ces bouteilles ne sont plus utilisées, car il y a l'oiseau appelé le calao qui aimait la sève. Il perçait ces bouteilles pour boire le vin de palme et le reste est versé à terre. C'est pour cela aujourd'hui les bouteilles en plastique sont utilisées. Donc le récolteur il monte 2 fois par jour. Le matin il monte pour récupérer la sève et le soir c'est pour changer l'entonnoir surtout. Et ici vous avez des seaux utilisés pour boire le vin de palme. Ici pour boire le vin de palme on boit en communauté. Donc il n'y a pas chacun à son verre pour faire santé, ching ching, killing kandang. Donc ce seau taille à partir d'une... Les gens s'assoient tout autour. Il y a ce qu'on appelle le verre de l'amitié, ce petit gobelet qui va faire le tour. Pour boire, souvent le plus âgé du groupe prend le premier, il remercie d'abord aux ancêtres. Il va verser un peu à terre, ensuite il boit, les autres prennent à leur tour. Donc c'est le noix du palmier rogné, percé souvent avec un bâton bien décoré à côté, surtout. De là, on le place là où le courant passe. Le poisson qui suit le courant et il entre, ça y est, il est bloqué. Il ne pourra pas faire demi-tour. On ouvre derrière, on récupère le poisson, c'était fermé. Il y a des sacs à pêche. Souvent, on part le matin, on revient l'après-midi. Tu mets le poisson, tu fermes, tu trempes le panier dans l'eau, le poisson restera toujours frais à l'heure que tu voudras rentrer, surtout. Cette rame, c'est pour les pirogues non motorisées faites à base de troncs du fromager. De l'autre côté, vous avez un autre système de pêche, une pêche groupée dont les femmes utilisaient en marée basse. Elles pêchaient en groupe, donc elles sont là. Donc tu coinces quelque chose comme des poissons, tu plonges la mer. On l'appelle une pêche aveuglée, mais une pêche qui a ou bien des poissons qui ont des épines aussi, qui risquent de te piquer surtout. Là, ce sont des cordes, c'est les feuilles du palmier à huile, tressées par les femmes surtout, utilisées pour attacher la paille, le bois et même les animaux, les gens l'utilisaient aussi. De l'autre côté, des symboles de richesse. Chez le Diola, quand il vous disait il est riche, ce n'était pas l'argent. Donc c'était les animaux, le riz, la terre, autre chose différente de l'argent. Et lors des cérémonies traditionnelles, vous allez voir beaucoup de monde souvent qui portait ces genres de symboles. Donc d'une part, c'était une manière de bravoure,
de montrer que toi tu étais un grand travailleur et surtout, mais aussi de pouvoir faire aussi le troc, l'échange. Donc vous avez ce symbole qui représentait le riz. Tu l'avais sur la tête, les gens savaient que celui-là est un grand cultivateur par exemple, mais aussi il voulait faire l'échange. Avec celui qui avait par exemple beaucoup de bétail, aujourd'hui à cause de l'argent, le troc est en part de disparition. Ça existe encore dans le village, mais très très peu, surtout. Et cette flûte qui est là, on l'appelle en Diola S7. Donc une manière de se communiquer pour passer des messages. Ça joue le même rôle comme le bombolon, le tam-tam téléphonique. Donc à l'intérieur, on devait mettre le liquide, appelé la mire, le tulukuna en wolof, qui permettait de nourrir le bois, mais aussi d'amplifier plus le son. Donc quand on sifflait, les gens sauront s'il s'agit d'un bonheur ou bien d'un malheur, surtout. En tout cas, il y a des codes. Je ne peux pas le mettre aujourd'hui, ce liquide, pour ne pas déranger la population, surtout. Et c'est les feuilles du palmier rogné. Là, vous avez les feuilles elles-mêmes, et ici, vous avez les fibres, la partie la plus résistante, pour transporter le riz. Ces genres de paniers sont souvent utilisés pendant l'hivernage. La manière de les tisser n'est pas la même. Là, c'est plus perméable à l'eau. Donc, ce qui fait que pendant l'hivernage, tu pourras transporter quelque chose sans que l'eau reste à l'intérieur. Mais ici, vous avez les feuilles qui sont moins perméables, la manière de les tisser surtout. Donc, tu l'utilises pendant l'hivernage, tu risques aussi en même temps aussi de transporter de l'eau surtout. Pour les prisonniers lors des guerres tribales, ce n'était pas pour les mains, mais plutôt c'était pour les pieds. Ça, c'est une représentation. Il y avait des menottes beaucoup plus grandes. Donc, ce bâton qui est là, qui séparait les deux tibias, tu mettais les deux pieds. Mais il y avait des menottes beaucoup plus grandes, donc ça, c'était encore beaucoup plus lourd. Pour libérer auparavant un seul prisonnier, c'était l'échange des bétails. La famille devait payer 6 bœufs avant de libérer un seul prisonnier. Et de l'autre côté, vous avez les mâchoires et les cannes de porc. Le fétiche pour le mariage traditionnel Diola. Dans ce petit village, un homme, avant qu'il épouse ici une fille Diola, quelle que soit sa religion ou bien son ethnie, il faut qu'il donne d'abord la dot à la famille de la fille. La dot chez le Diola, c'est quoi? L'homme donne le cochon, une quantité de vin de palme et une poule. Le féticheur récupère la dot. Il va utiliser le sang des animaux et un peu de vin, il va verser par là. Il avertit l'esprit que la fille quitte sa famille pour aller fondre une autre famille. La viande qui reste et le vin, ça sera pour la fête, surtout. Et de l'autre côté, vous avez une bêche. L'instrument le plus remarquable en saison de pluie. Donc le kadiandou, utilisé pour cultiver le riz. Donc on forme des sillons au niveau des rizières. Donc on tourne la terre comme ça de gauche à droite, on forme des sillons. C'est le travail des hommes. Et là vous avez le métal, augmenté par le forgeron. Ce bois qui est là, bien sculpté, qu'on fait entrer à l'intérieur du métal. Le bâton ajouté qui facilitera de se baisser. Pour vous dire qu'au moment où je vous parle, c'est de l'actualité. Car ici, l'animal ne travaille pas. Chez le Diola, l'animal est sacré, il ne le fait pas souffrir. Ni pour le transport, ni pour cultiver la terre. On n'a pas encore de machine, ce qui fait que les hommes qui l'utilisent encore. Là, vous avez le pilon et le mortier pour piler le riz. Une fois pilé le riz, il faut le ventiler. Donc on enlève la coque du riz, donc tu es là. Et de l'autre côté, là vous avez le parasol du bébé. Donc ici, les femmes pour aller dans les champs souvent ne laissent pas leurs petits-enfants à la maison. Le bébé est bien attaché derrière avec le pagne. Mais souvent il y a le soleil qui tape derrière. Il faut protéger quand même le bébé du soleil. Pour vous dire que si vous voyez une femme qui a ça derrière elle, donc ne vous étonnez pas. Un bébé est bien protégé du soleil. Donc, il y a l'autre qui est là, le plus grand, son parapluie, mais aussi le berceau du bébé. Le bébé qui dort dans les champs, la maman n'a pas besoin de porter tout le temps le bébé. Elle met les pagnes à l'intérieur, le bébé peut allonger tranquillement. Mais aussi pendant l'hivernage, la pluie qui tombe aussi, elle prend ça, elle protège le bébé et elle-même de la pluie surtout. Là, vous avez le fétiche qui interdit le vol surtout dans ce petit village. Donc, un fétiche aussi qui protège nos rizières, parce que c'est là-bas qu'on garde surtout la richesse Diola, qui est le riz, les bétails et autres. Pour vous dire que dans ce petit village, le vol est formellement interdit, surtout à ce qui concerne les bétails, le riz et autres choses.
Donc, tu voles ces choses-là, souvent tu auras des malheurs qui vont te poursuivre. Ces malheurs peuvent se manifester au niveau de ton corps ou bien au niveau de ton entourage. Et souvent, ce sont des malheurs répétitifs qui viennent souvent. Les sages du village, ils te verront, ils sauront que tu avais fait quelque chose qui n'était pas bon. Ou bien tu vas courir les hôpitaux, rien de solution. Tu seras obligé de retourner à la source, donc pour dire au féticheur que moi, un jour, j'avais pris telle chose qui n'était pas à moi. C'était l'occasion de te sanctionner. La sanction dépendait de la gravité du vol. Mais le plus souvent, il va te demander le porc, une chèvre ou bien même jusqu'à une vache. Cette confession sera très très honteuse car ça sera public. Tout le monde sera là pour voir et entendre qui est le malfaiteur du village. Une très grande honte pour la famille et pour toi-même. C'est pour cela ici, vous pouvez rester des années et des années sans une fois entendre un cas de vol. Même si ça existe des fois, demandez qui a volé. Le plus souvent, ils vont vous dire que cette personne n'est pas grandie ici ou bien il n'est pas du village surtout. Et là, vous avez l'échelle utilisée pour monter le grenier, les anciennes échelles. Pour monter, on montait latéralement en montant les pieds croisés. C'était comme ça, un pied après l'autre jusqu'en haut. Aujourd'hui, il y a les nouvelles échelles de l'autre côté qui sont là. Et là, à côté, vous avez un vieux tambour. Le tambour qui est très important en milieu diola. Ces genres de tambour, celui-là est particulier. Il y a des croix à côté qui symbolisent la religion chrétienne. C'est le premier tambour des premiers chrétiens du village offert par les animistes. Juste pour vous dire qu'ici, s'il y a des fêtes, c'est très difficile de remarquer qui est le chrétien, qui est le musulman, qui est l'animiste. Ils sont toujours ensemble, c'est tout. Et là, vous avez une calebasse féminine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces genres de calebasses. Oui. Moi je l'ai porté. Cité des femmes. Souvent chez nous, s'il y a des cérémonies traditionnelles, vous aurez l'occasion de voir des femmes qui portent ces genres de calebasses. Donc juste pour vous dire que ne vous étonnez pas. Soit la femme, elle a des fausses couches répétées, ou bien elle a des enfants de bas âge. Ces enfants meurent répétés, ou bien dans son foyer, elle a que des filles, elle veut au moins avoir un garçon, ou bien vice-versa. Et il y a une association de femmes chez nous appelée Hounyanen. Cette association qui vient souvent pour donner un coup de main à ces différentes femmes. Mais d'abord, cette épreuve est volontaire par la femme elle-même. C'est elle qui doit faire le premier pas, c'est-à-dire d'aller vers l'association. Donc, elle doit communiquer d'abord avec son mari parce que l'association a besoin du couple. Si une fois le mari est d'accord, ils viendront rencontrer l'association dans leur siège donc pour l'expliquer leurs problèmes. L'association, c'est une association très très puissante du côté mystique, traditionnel et autres. Elle a un grand esprit, elle parvient à communiquer avec leurs esprits pour essayer de trouver des solutions. Donc en communiquant avec l'esprit, et si une fois elle constate que le problème vient de l'homme, chez nous, malheureusement, l'association ne traite pas des cas d'hommes. L'association non plus ne prend pas en charge les femmes stériles. Seulement des femmes fertiles, mais qui ont des problèmes, des difficultés à avoir des enfants. En ce moment-là, l'association va donner cette calebasse à la femme. Ça sera quand même compliqué avec cette calebasse, car c'est ici que sera son bol à manger, son verre à boire. Si elle n'a pas cette calebasse durant l'épreuve, elle risquera de manger à terre comme une bête. Même si en mangeant, par hasard, quelque chose qui n'est pas bon, mais quand même qui est mangeable, par hasard qui tombait à l'intérieur, elle n'avait pas le droit d'y enlever. Elle mélange, quelle que soit la chose. Si c'est mangeable, même si c'est un oiseau qui traversait, qui laissait le caca, elle mélangeait, elle mangeait. Mais tout ça quand même a un prix. Ça permettait surtout de la purifier, d'enlever les mauvais sorts qui sont en elle. Et durant l'épreuve aussi, la femme ne doit pas vivre directement avec son mari. Elle va vivre dans une autre famille ou bien dans un autre village. Mais quand même, il y aura des moments de rencontre. L'association qui constate que la femme est en état, elle isole le mari. Elle protège toujours la femme jusqu'à le jour de son accouchement. Après l'accouchement, elle garde encore le bébé. Ça peut durer une année, ça peut durer 2 ans, ça peut durer même plus de 3 ans. Pour avoir su que cette fois-ci, le bébé se porte bien avant de les accompagner. En les accompagnant maintenant, ça sera une très grande fête de 6 jours dans le village. Après les 6 jours de fête, la femme pourra garder cette calebasse à côté et manger normalement partout où elle va dans le monde sans cette calebasse. Et les enfants qui naissent ici ont souvent des noms particuliers. Des noms d'un pays, d'un animal ou bien d'une chose, ne vous étonnez pas. Vous allez entendre ici des personnes appelées Conakry, Washington, France, Poubelle, Marmite,
Ken Bougoul, Sagar, c'est non pareil, donc vous allez entendre ces noms. Ne vous étonnez pas surtout. Demandez à la personne, souvent elle aura des explications à vous donner surtout. L'association s'appelle Ounyalen et la femme qui passe l'épreuve en Djola, on l'appelle Anyalena et qui existe au moment où je vous parle. Et souvent, si c'est un garçon, son oreille est percée avec ses coris pour faire des boucles d'oreilles. Pour vous dire que surtout auparavant chez nous, un garçon qui perçait son oreille, c'est pas pour faire star ou bien beau gosse ou bien quelque chose, non. Il y avait une famille, un garçon qui perce son oreille, on te demandera de laisser ce trou fermé, car chez nous, il y a toujours une signification. Donc s'il n'y a pas de questions, ça c'est le calebasse. Calebasse. L'arbre qui le donne, on l'appelle le calebasse. Après je vais... parce que yow sama waay xamoon ni am na ko am ñaari boppa benn mère Ndiago laa mos a bokkal oto Dakar ba kii Dakar Casamance da ngay ree ba sa biir bu métti mais bu yàggee rek moom un peu plus loin. mais pour dire am na yoo xam ne seen dañ am bopp kii on y va les gars. Oh, c'est joli. C'est bon. Où sont les autres? C'était beau, je vais essayer d'avoir ça. Lui, il est c'est ta femme. Moi, t'as pas de il faut reposer sa voix en fait, mais il refuse de le faire. Mais après, même on dira, on va pour le radio mettre le dialogue. Ouais, mais il y a en fait. Il a vu. Ah, lui, c'est quoi?